RCF. L'invité politique, Thomas Cochebray. Bonsoir Philippe Bolo. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur RCF Anjou, député modem de la 7e circonscription, c'est celle de Segré. On va parler crise agricole, simplification administrative, mais avant cela, je voudrais tout de même vous faire réagir. Alors, je sais, vous allez me dire que vous n'aimez pas réagir à chaud. Vous avez déjà eu l'occasion de nous le dire des précédentes fois sur l'antenne. Mais là, c'est l'actualité qui commande. Le président du MoDem, François Bayrou, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Selon la justice, il y a en effet bien eu dans ce dossier détournement de fonds publics des assistants parlementaires ayant été rémunérés sur les fonds du Parlement européen pour effectuer des tâches au profit des partis. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que François Bayrou, qui était jugé pour complicité de détournement de fonds publics, ait demandé aux 5 députés européens d'employer fictivement des assistants parlementaires. C'est ce qu'a déclaré le président du tribunal. Mais, je le cite encore, il est très probable que les actes commis par 3 des prévenus l'ont été avec l'autorisation de monsieur Bayrou. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve de cette autorisation. D'autres de ses collègues, l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier, Jean-Luc Benamias, ont eu des peines de prison avec sursis et entre 20 et 30 000 euros d'amende. L'UDF a été condamné à 150 000 euros d'amende, dont 100 000 fermes. Le MoDem, 350 000 euros, dont 300 000 fermes. Philippe Bolo, est-ce que vous avez une réaction à ce jugement ? Alors écoutez, ma réaction, c'est que vous connaissez déjà le sujet bien mieux que moi. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est un sujet que je n'ai pas regardé. Je sais qu'il est la relaxe de François Bayrou. C'est quand même votre parti. C'est mon parti. Vous vous intéressez tout de même à ce qui se passe. Je m'intéresse à mon parti et j'essaie de faire mien la posture qui est de justement montrer que le MoDem il est sur le terrain, qui s'intéresse à des sujets concrets, etc., qui passe du temps sur les dossiers. J'ai pas d'autres avis plus précis, de réponses plus précises à vous donner sur un sujet que je n'ai pas suivi et sur une réponse qui est intervenue, enfin une décision de justice qui est intervenue ce matin. C'est très bien que la justice ait rendu son avis. C'était ce matin et moi j'avais une journée qui était un peu chargée et donc je n'ai pas lu avec plus de détails les résultats d'un procès dont je ne connaissais d'ailleurs pas plus que ça parce que je n'avais pas suivi le dossier, je n'en sais pas plus, quoi. Philippe Bolo, évoquons la crise agricole. Vous avez suivi avec attention les annonces de Gabriel Attal pour calmer la colère agricole. Alors que le syndicat majoritaire, la FNSEA, a décidé de suspendre ses actions, la Confédération paysanne occupe toujours le terrain, surtout après les annonces de Gabriel Attal. Et les apiculteurs dénonçaient aujourd'hui la suspension du plan Éco-Phyto, ainsi que les miels d'importation. On peut citer aussi, parmi les mesures de Gabriel Attal, l'allègement de la réglementation sur les haies, la mise sous tutelle des agents de l'Office français de la biodiversité. Au final, est-ce que c'est la biodiversité, la nature, qui serait pas un peu la grande perdante de cette crise agricole finalement ? Surtout que le sujet est très complexe et que, en définitive, on voit bien par rapport aux annonces du Premier ministre qui a répondu à des attentes du syndicat majoritaire un certain nombre de choses, mais vous le signalez, c'est qu'il y en a d'autres qui continuent à être sur le terrain, qui montrent toute la complexité du sujet. C'est-à-dire qu'on a des revendications qui concernent la juste rémunération du travail et de l'effort fourni par les agriculteurs. On a des revendications qui concernent les distorsions de concurrence lorsqu'on va aller chercher des produits où les normes ne sont pas les mêmes. Ça a été parfaitement exprimé par votre chroniqueur il y a quelques minutes. Voilà, et puis on est aussi sur la question de la biodiversité qui peut être impactée notamment par les produits phytosanitaires. On est vraiment sur quelque chose de très complexe. Alors si maintenant cet éventail de revendications très différentes, il y a aussi la simplification administrative qui est attendue par les normes qui sont attendues par les agriculteurs. Si de tout ce chantier qui concernait vraiment des directions très différentes les unes des autres, on en revient à ne traiter que le sujet des éco-phyto et de la biodiversité, on ne sera pas au rendez-vous de ce qui est attendu par les agriculteurs parce qu'on va s'adresser juste à un tout petit sujet. Et je fais partie de ceux qui croient que les agriculteurs sont les premiers concernés par l'environnement. Parce qu'ils en vivent et que finalement, quand vous plantez une culture, vous avez besoin des pollinisateurs dans certains cas pour aller faire la fécondation des fleurs et avoir le rendement qui convient. Vous avez aussi besoin d'une biodiversité dans les sols. Certes, on utilise des produits qui peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité, mais le moindre agriculteur qui est attaché à son environnement, qui est son outil de travail, il est attentif à la biodiversité. Donc c'est un sujet, mais je ne crois pas que finalement on doit tout réduire à ce sujet-là aujourd'hui, que finalement le dénominateur commun qui est dans toutes les revendications qui ont été
apporté par les agriculteurs lors de manifestations, c'est le revenu. Parce que s'ils avaient un meilleur revenu, eh bien tout le reste découlerait de manière beaucoup plus facile derrière. Alors, est-ce que ces annonces de Gabriel Attal, c'est pas un pansement sur une jambe de bois? Parce que la question du libéralisme, du libre-échange, vous parlez que c'était le dénominateur commun, c'était la rémunération des agriculteurs. Est-ce que c'est pas le libre-échange le problème? Et là, il est pas remis sur la table. On le questionne pas, cette question-là. Et pourtant, il faudrait, c'est-à-dire qu'effectivement, j'en reviens, je fais encore référence à votre chroniqueur qui l'a dit juste avant, c'est-à-dire que le libre-échange, il a des vertus. Il est évidemment plus intéressant dans un monde d'avoir des échanges économiques, des échanges commerciaux, des échanges culturels que de se faire la guerre. Mais malgré tout, il faut bien considérer le modèle de libre-échange et celui qui a prévalu jusqu'alors. Aujourd'hui, il est bousculé. Il y a des nouvelles chaînes de valeur qui doivent être intégrées dans les marchés de libre-échange, dans les accords de libre-échange. Et ces nouvelles chaînes de valeur, c'est quoi? C'est la préservation de l'environnement, c'est éviter que notre climat continue à dériver tel qu'il dérive aujourd'hui. Donc c'est des préoccupations de gaz à effet de serre, c'est des préoccupations de biodiversité et c'est aussi des préoccupations de partage de la valeur et donc finalement de normes sociales. Et en cela, les accords de libre-échange seront valables si on arrive, nous, à imposer, nous, l'Europe et la France, les mêmes chaînes de valeur dans les pays où on va chercher les produits. Donc l'accord du Mercosur, est-ce qu'il faut, comme le dit le gouvernement, ne pas l'accepter en l'état, ou est-ce qu'il faudrait dire non, niet, il n'y aura pas du tout d'accord, quoi? Il ne faut pas l'accepter en l'état. Mais il en faudrait quand même. J'ai posé une question récemment au ministre sur le sujet. On m'a dit, on va faire en sorte d'imposer nos normes, nos valeurs dans les pays avec qui on va échanger. Moi, j'en attends la preuve. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse m'apporter cette preuve de notre capacité à dire aux Brésiliens qu'ils vont pas aller faire de la déforestation pour aller produire des protéines qu'on va importer chez nous. Il faut qu'on arrive à imposer aux Brésiliens que dans la rémunération de leurs agriculteurs, il y ait des choses qui s'améliorent. Et ça, je n'en ai aucune certitude aujourd'hui. Donc, tant que ces certitudes-là ne sont pas apportées, de mon point de vue, les accords de libre-échange dans leur dimension agricole posent encore quelques questions. Oui, vous le disiez dans votre dernier communiqué, vous serez attentif à l'application de ces mesures annoncées par Gabriel Attal. Mais justement, la question c'est de quelle manière vous allez être attentif? La meilleure façon, c'est d'aller écouter les agriculteurs. C'est-à-dire que déjà reprendre l'ensemble des mesures qui ont été prises et s'assurer qu'elles seront bien mises en œuvre. Alors évidemment, on va pas aller observer de la même façon la simplification administrative et l'augmentation de la rémunération liée aux lois Egalim. Mais dans tous les cas, c'est régulièrement aller à l'écoute du terrain et qu'ils fassent remonter ce qui fonctionne et aussi qu'ils disent ce qui fonctionne pas. Et je crois qu'il faut qu'on arrête aussi de sortir de la spirale où on ne parle que de ce qui est négatif et ce qui ne fonctionne pas. Et savoir dire, ça, écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, ça permet de se dire, de ce côté-là, on a été bon et de se concentrer là où il y a encore des marges de manœuvre. Philippe Bollot, vous parliez justement de la simplification dans le domaine agricole. Parlons des rencontres de la simplification qui ont été lancées le 15 novembre dernier. Vous faites partie de l'équipe de parlementaires qui doit tenter de simplifier la vie des entreprises. Où est-ce que vous en êtes de ce travail? Alors, ce travail, oui, comme vous l'avez dit, il a commencé le 15 novembre et puis très récemment il a trouvé sa concrétisation ici sur la 7e circonscription de Maine-et-Loire. C'était lundi dernier au Lion d'Angers. J'ai pu accueillir 33 chefs d'entreprise qui sont venus me parler simplification, là aussi dans des domaines très différents. Donc puisqu'il s'agit parfois d'un sujet qui revient très fréquemment aujourd'hui, c'est de dire on ne dit qu'une fois à l'administration des informations qu'on est amené à nous demander plusieurs fois par an. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des choses à engager et que ce soit du point de vue de la réglementation, c'est-à-dire que finalement, dans les procédures des relations entre les entreprises et les administrations, il y a véritablement des choses à changer. Et donc ça, c'est du domaine du réglementaire. Et il y a aussi des choses qui passeront par un aspect législatif. Donc nous avons recensé toutes ces demandes. Nous, et puis le ministère a aussi, lui, reçu un certain nombre de revendications de la part des fédérations professionnelles. Et le travail qui a été fait la semaine dernière, c'est d'essayer de synthétiser tout ça pour mettre un rapport très rapidement au ministre qui, lui, après, va engager un texte de loi qui arrivera au Parlement au mois de juin. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Ça sera plus simple, la vie, pour un chef d'entreprise, comme j'espère dans bien. Le monde agricole, d'ailleurs. Ça pourrait être appliqué dans le monde agricole. Alors, évidemment, une chose très importante, c'est qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise, au même titre qu'une entreprise industrielle, qu'une entreprise commerciale. Et d'ailleurs,
il y a une partie du sujet qui se trouve là, c'est-à-dire qu'une entreprise qui dégage davantage de bénéfices, elle est en capacité d'investir. Et quand aujourd'hui on nous dit qu'on peut pas respecter, qu'on met en pause éco-phyto, parce qu'il y a une vraie difficulté à se passer d'un certain nombre de phytosanitaires. Si moi j'avais en face de moi des exploitations agricoles qui dégageaient un meilleur revenu, qui étaient capables de faire des investissements dans des techniques, dans des robots par exemple pour aller, ou dans des matériels de désherbage mécanique, ben elles le feraient évidemment. Mais voilà, donc encore une fois, dans le cas de l'agriculture, c'est bien la question du revenu qui est comme une priorité. Philippe Bolo, 300 € de plus sur vos avances de frais mensuels pour les députés. Certains ont jugé le moment peu opportun, voire dans le pire des cas carrément indécent en pleine crise agricole. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, ceux qui ont jugé que c'était pas le bon moment, ils ont raison. Nous, les députés, on n'a rien demandé. C'est-à-dire que le bureau de l'Assemblée nationale nous a octroyé 300 € supplémentaires. Ce qui importe, c'est de connaître la mécanique qu'il y a derrière. Parce que ces 300 €, ils sont financés sur les fonds de l'Assemblée nationale. Et je vous expliquerai qu'à la fin du précédent mandat, j'ai fait le bilan de tout ce que j'avais touché. Ça s'appelle des avances pour frais de mandat. Donc avance, ça veut dire qu'on nous donne de l'argent et qu'on va vérifier à un moment donné ce qu'on a consommé. Donc en fin de mandat, j'ai vérifié, j'avais sous-consommé, donc j'ai rendu à l'Assemblée nationale 10 000 €. Ce jour-là, personne n'a été dire, les députés, parce qu'on était nombreux, ont rendu plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'Assemblée nationale. Cette cagnotte-là, aujourd'hui, est regardée à nouveau, parce que certains ça dépend des circonscriptions, tout ça. Certains ont des difficultés à couvrir tous leurs frais avec l'avance qu'ils auraient donnée, d'autres moins. Donc aujourd'hui, avec ce montant-là, il y a une nouvelle répartition qui a été faite. On nous accorde 300 € supplémentaires. Ça n'impacte en rien le budget de l'Assemblée nationale. Je redis que chacun de nos euros sont justifiés à l'euro près. Et je vous rappellerai un chiffre, c'est-à-dire que le budget de l'Assemblée nationale, c'est 0,15. Un député, par Français, ça coûte 0,15 € par an. Donc c'est vraiment un super investissement. C'est pour ça que j'invite chacun de nos concitoyens à faire appel à leurs députés autant qu'ils veulent. C'est vraiment pas cher. Philippe Bolo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir sur RCF Anjou, député de la 7e circonscription de Maine-et-Loire.